nous accueillons un anthropologue, ethnologue, et je précise tout de suite d'ailleurs que, parce que souvent quand on entend ces mots-là, on pense que ce sont des gens qui travaillent dans des bibliothèques, mais pas uniquement, c'est aussi des gens qui vont sur le terrain. Par exemple, Mallory dormait dans les igloos, et Lévi-Strauss prenait la pirogue pour aller visiter les tribus primitives. Voilà, je précise ça pour ce qui me paraît important. Alors, Charles Stepanov, vous êtes anthropologue, ancien élève de l'École normale supérieure, docteur en ethnologie et maître de conférences à l'École pratique des hautes études, dans la section des sciences religieuses. Vous êtes spécialiste du chamanisme avec des études du chamanisme à Touva en Sibérie. Vos thèmes de recherche principaux sont l'anthropologie religieuse, le chamanisme, les relations homme-animal, les rapports humains-non humains, et vous avez fait de nombreuses publications scientifiques. Je citerai 2 ouvrages. Nomadisme d'Asie centrale et septentrionale aux éditions Armand Collin et le chamanisme de Sibérie et d'Asie centrale aux éditions Gallimard. Alors le sujet de ce soir, l'animal, et j'ajoute, parce que cette académie n'est pas seulement une institution universitaire au sens strict, mais c'est aussi une œuvre d'église, et j'ajoute qu'il y a beaucoup de gens qui vous connaissent ici pour avoir été paroissiens à Juvisy pendant toute votre jeunesse, et nous connaissons très bien la famille Stepanov, donc c'est un deuxième titre qu'on a le plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Notre sujet, donc, l'animal est-il l'avenir de l'homme ? Schopenhauer disait « Je préfère la compagnie des chevaux à celle des femmes ». Et d'un autre côté, Chestov, qui à mon avis est un philosophe russe trop peu connu, disait « Il y a une grande différence entre l'animal et l'homme, c'est que l'animal ne connaît pas le mariage et le divorce ». Alors entre les deux, ces deux extrêmes, je dirais qu'il y a une position qu'on peut qualifier de parfaite harmonie, ce serait celle de François d'Assise avec le loup de Gubbio, puisque quand François parle au loup, eh bien le loup lui répond. Alors, ces rapports semblent plutôt conflictuels depuis le début, puisque le serpent a incité Ève à manger de l'arbre de la connaissance. Mais d'un autre côté, Hegel, grand philosophe du siècle dernier, disait qu'au contraire, il faut suivre la suggestion du serpent. Alors jusqu'à présent, l'homme mange l'animal, et aujourd'hui, il semble que nous nous rendions coupables de cette situation, puisqu'on parle de la souffrance animale, la maltraitance, l'animal est une victime, au point que certains mouvements humanistes et écologiques extrêmes proposent un nouveau paradigme dans lequel l'animal, nous pourrions le laisser faire sa vie sans le déranger et sans le gêner le moins du monde. Alors, voilà, je termine par cette question. Qu'en est-il d'un tel nouveau paradigme ? Et je vais vous laisser le micro pour ça. Bien, bonsoir mesdames et messieurs. Merci beaucoup Claude pour cette invitation. Merci à tous pour votre présence. Merci de cette question que vous m'avez posée. L'animal est-il l'avenir de l'homme ? Puisque le titre venait de votre initiative, je crois. Alors je vais essayer d'y répondre d'un point de vue qui est ma spécialité. L'anthropologie s'appuie sur l'ethnologie, qui est basée de façon vraiment essentielle sur l'enquête de terrain. Alors mes enquêtes de terrain, je les mène en Sibérie, en Asie du Nord. La préhistoire, également une composante importante de l'anthropologie, et l'anthropologie biologique. Alors qu'est-ce que nous apprennent la préhistoire et l'anthropologie biologique sur les rapports de notre espèce aux autres espèces animales ?
Alors, les rapports pendant la plus grande partie de l'existence de notre espèce et des autres espèces de la lignée humaine, ils sont orientés par des relations de prédation. Prédation qui va dans les deux sens. Nous, on l'a un peu perdu de vue, mais l'homme a pu être une proie, et est une proie dans beaucoup de régions du monde, les jaguars, les ours, les loups, les anacondas. Donc, font de l'homme leur pitance de temps en temps, mais ça on l'a un peu perdu de vue, ce qui explique aussi pas mal de choses dans les représentations de l'homme moderne par rapport au reste de la nature. Donc l'homme proie et puis prédateur. Et alors pour les paléoanthropologues, l'homme c'est un prédateur très particulier, vraiment très différent des autres grands prédateurs, par ses techniques de chasse, par sa constitution aussi, par l'absence d'odorat. C'est un prédateur sans odorat, ce qui ne facilite pas les choses. On a un odorat, d'après les spécialistes, les éthologues, 10 000 à 100 000 fois moins sensible que celui de nos chiens, et donc des loups, dont ils sont les descendants. C'est pour donner un ordre de grandeur, vous voyez, on est dans des univers totalement différents, et on est extrêmement défaillant comme prédateur. Pourquoi ? Parce que nous appartenons aux primates, aux grands singes, et les grands singes ont développé une sensibilité à la couleur. Alors ça nous a permis de développer la peinture ensuite, mais dans la préhistoire, l'odorat aurait été plus utile. Sensibilité à la couleur, pourquoi ? Parce que les primates arboricoles ont besoin de distinguer des fruits, qui sont des signaux très importants. L'odorat est beaucoup moins important. Donc on est des primates sans odorat qui sont devenus des prédateurs. Et alors il a fallu compenser en fait ce très grave handicap. Et on l'a compensé par quoi ? Par l'imagination. L'imagination qui nous permet d'élaborer des stratégies de chasse. Vous voyez sur l'image là, un piège d'un mammouth, ça implique beaucoup de choses, pas simplement d'imaginer qu'on va creuser un trou, ça implique de savoir où le mammouth va passer, ça implique d'avoir repéré les traces laissées par le mammouth, c'est donc de connaître ses habitudes, d'interpréter des indices, de connaître son comportement. Ensuite, on va l'effrayer et on va faire des hypothèses sur l'endroit où il va se réfugier. Donc, tout ça n'est possible que si on est capable, d'une certaine manière, d'imaginer le comportement du mammouth et de se mettre à sa place. Et ça, c'est typiquement humain. Cette capacité à se projeter dans l'esprit des autres, y compris des non-humains, des animaux, pour explorer leur propre perception du monde. Ça implique d'être capable d'interpréter des traces, de voir en fait au-delà du visible, dans des indices, de voir autre chose. Des indices d'une présence, des indices, il y a énormément de choses à voir ici dans ces images. À gauche, ce sont des empreintes de rennes, ça c'est des photos de mon terrain, en Sibérie. Alors les chasseurs sont capables de dire si c'est une reine de mâle ou femelle, de quel âge, quel comportement, quelle allure a l'animal. Et du coup, est-ce qu'il est pressé ou pas ? Est-ce qu'il est poursuivi peut-être par un loup ? Effectivement, on a des empreintes de loup, vous voyez à droite. À partir d'empreintes, les chasseurs sont capables de construire des scénarios extrêmement riches, basés sur la psychologie de l'animal, sa subjectivité, sa perception, ses goûts, ses craintes, etc. Voilà comment donc l'imagination connectée aux animaux a permis de remplacer l'odorat et nous a permis énormément de choses dans le développement de notre espèce, parce que la chasse, c'est de la collaboration, c'est les premières formes de collaboration extrêmement riches. Donc on partage des imaginaires. Et la chasse nous a permis de changer de régime alimentaire, d'avoir une alimentation beaucoup plus carnée que tous les autres primates sans queue, et donc de nourrir un cerveau qui consomme beaucoup plus d'énergie que dans les autres espèces de primates. Voilà. Ça, c'est pour l'aspect paléoanthropologie. L'aspect préhistoire, qui s'intéresse aux vestiges culturels des humains. Alors là, je vous ai mis à l'écran un des vestiges les plus importants de l'espèce humaine. C'est une des sépultures les plus anciennement connues. Elle a 100 000 ans.
À l'époque, les sépultures sont très rares. Ici, on a un enfant qui tient une ramure de cervidé dans ses bras. C'est ce qu'elle faisait en Israël. Donc, dans ces premiers signes d'un intérêt pour la mort, pour ce qui se passe après la mort, on voit une association tout de suite entre l'homme et l'animal. Donc, on a une forme de compagnonnage, peut-être, on peut parler d'animaux compagnons, qui sont présents dans une longue histoire partagée. Autre exemple, une tombe de Malacha en Israël, 10 000 ans avant Jésus-Christ. Dans cette tombe, on a un homme qui tient un chiot entre ses mains. Je ne sais pas si vous distinguez, hein, on voit bien le crâne de l'homme. En haut à droite, vous avez le crâne d'un petit chien. Ce qui suggère énormément de choses, une relation d'amitié, quelque chose de fort, entre un animal qui cette fois est domestique. Le loup a été domestiqué, peut-être vers 15 000 avant Jésus-Christ. Et pendant longtemps, cette tombe a été un des premiers vestiges osseux de chiens, situés dans une tombe. On a de très nombreuses tombes depuis cette époque de chiens, parfois avec des humains et parfois juste des chiens qui reçoivent donc des sépultures. Le plus grand cimetière de chiens se trouve en fait également en Israël, à Ashkelon. Il y a 1000 chiens, peut-être même plusieurs milliers, qui ont été enterrés il y a plus de 2500 ans. Plus proche de chez nous, en Gaule, les animaux compagnons ont été d'une diversité qu'on n'imagine pas aujourd'hui. Chez nous, les animaux de compagnie, ce sont les chats, les chiens. Il y avait des cerfs qui étaient apprivoisés, et on a trouvé des sépultures gauloises, que vous voyez ici, avec des cerfs harnachés à Nogent-sur-Seine. Des cerfs qui étaient donc utilisés pour le trait, pour tirer des carrioles. On avait des cerfs comme animaux de compagnie. Vous voyez la mosaïque romaine, ici. Donc on n'avait pas une division comme celle qu'on connaît aujourd'hui, aussi nette entre le sauvage et le domestique. Il était tout à fait possible d'avoir des animaux sauvages apprivoisés, utilisés comme animaux de compagnie. On a une multiplicité de formes de compagnonnage. Dans la préhistoire, je donne quelques exemples, on a trouvé le crâne d'un ours qui avait été apprivoisé au Mésolithique dans l'Isère. Il était apprivoisé, on le voit à des déformations de sa mandibule qui montrent qu'il était tenu en muselière dès le plus jeune âge. Et puis on a un indice très intéressant sur la relation homme-animal, c'est les fouilles qui sont menées par les archéozoologues sur l'île de Chypre. Alors c'est très particulier ce qui s'est passé là-bas. Jusqu'à l'arrivée de peuplements humains néolithiques, il existait d'assez nombreuses espèces très variées, des hippopotames nains par exemple, qui ont tous disparu pourchassés par les humains, mais ces humains ont introduit des espèces qui n'existaient pas sur place, des sangliers, des chèvres, des chats, des renards, et des sangliers, y compris donc, à l'état sauvage, avant la domestication de ces animaux. Ça, pour les archéozoologues, c'est très intéressant. On est avant la domestication des animaux, c'est-à-dire que les animaux ne se reproduisent pas sous le contrôle humain, et pourtant, ils sont introduits sur l'île de Chypre. Ils n'existaient pas avant. C'est assez difficile à imaginer. Ça signifie qu'on les a déplacés en bateau. Donc on avait une forme de proximité avec ces animaux sauvages, suffisante pour les tenir en captivité quelque temps, les tenir suffisamment près pour qu'ils ne sautent pas du bateau et qu'on puisse ensuite les relâcher sur l'île de Chypre. Alors vous me demandez, mais à quoi ça sert? Est-ce qu'ils faisaient des os de sangliers à Chypre? En fait, il s'agissait d'introduire un animal utile pour la chasse. Donc ça remet en cause aussi la vision qu'on peut avoir de l'homme préhistorique qui va se servir sans intervenir dans la nature. On a une intervention très très forte qui va jusqu'à l'introduction de gibier pour satisfaire ses besoins de chasseurs. Et ensuite, des siècles plus tard, les gens ont entrepris
ayant suffisamment la main sur ces sangliers, de les faire se reproduire en captivité, et de là est né notre cochon. C'est la même chose pour le chat, on a les premiers restes de chats sur l'île de Chypre. Alors, ces différentes expériences de liens de familiarité avec des animaux sauvages, comme le sanglier, ont précédé et rendu possible la domestication, sur le plan psychologique, aussi bien chez les humains que chez les animaux, parce qu'on avait établi des liens profonds, en grande partie rituels. On le sait, on le voit par le traitement de vestiges osseux d'animaux sauvages, rituel économique qui fait que les humains se sont rapprochés des animaux en les intégrant en fait à leur domaine, à leur maison. Et ainsi, ils ont été domestiqués progressivement. Chez les peuples de chasseurs-cueilleurs, on voit des liens étroits établis encore aujourd'hui avec des animaux sauvages apprivoisés. C'est-à-dire que l'ethnographie nous montre que dans beaucoup de sociétés de chasseurs-cueilleurs actuelles, ou chasseurs horticulteurs, comme en Amazonie, comme en Sibérie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il est fréquent que des chasseurs capturent des animaux dans la forêt. Souvent ce sont des petits dont la mère a été tuée, et je vous en montrerai des exemples. Ils sont intégrés à la maison. Et ça, c'est des indices intéressants pour comprendre quelles ont pu être les relations anciennes pendant la préhistoire entre des hommes et des animaux et qui ont mené à la domestication. Pourquoi les chasseurs adoptent des animaux? En fait, on ne comprend rien à la chasse si on ne prend pas en compte cet aspect-là. Ce sont deux types de relations complètement parallèles et complémentaires. La chasse comme prédation et la chasse comme adoption. Ces petits animaux adoptés par les chasseurs jouent un rôle essentiel dans l'entretien de bonnes relations entre les humains et les non-humains. Alors ici, j'aimerais évoquer une étude qui a ouvert des perspectives sur la compréhension de ces relations d'apprivoisement, d'adoption réciproque qui ont pu mener à la domestication du premier animal domestiqué, le chien. C'est des études publiées dans le journal Science sur une boucle de rétroaction entre les échanges de regards et l'ocytocine, l'hormone liée à l'attachement, qui pourrait expliquer des mécanismes essentiels de la domestication du chien. Alors qu'est-ce que ça signifie? En fait, on s'est rendu compte que les chiens sont des animaux qui ont une qualité très rare, c'est qu'ils suivent le regard des gens. On se regarde l'un l'autre, et en plus, les chiens peuvent suivre des indications de type qu'on dit social, la cognition sociale, montrer du doigt, regarder quelque chose, le chien va le suivre. Alors que les loups ne le font pas. Donc il s'est passé quelque chose au niveau psychologique du loup au chien. Et on a observé, on a étudié des maîtres et leurs chiens, et on s'est rendu compte que chez le maître et chez le chien, quand ils interagissent, quand ils partagent des regards, on a une augmentation de l'ocytocine, qui est une hormone qui est liée à l'attachement. Alors l'hypothèse, c'est que en fait, les premiers canidés domestiqués se sont adaptés aux besoins des humains d'échange de regards, de cognition sociale, de partage de sens. Ceux qui en étaient capables ont été sélectionnés par les humains. On a gardé leur dépendance, ceux avec qui on pouvait jouer, échanger des choses, ceux qui répondaient à nos instructions. Ceux-là ont été avantagés par rapport à ceux qui sont restés des loups qu'on connaît aujourd'hui et qui ne sont pas entrés dans ce jeu-là. Et donc on dit que les chiens ont en fait capturé à leur avantage notre disposition à être touchés, à prendre soin d'êtres qui échangent des regards avec nous. Typiquement le petit chiot traité un petit peu comme un bébé. Alors vous allez voir que ça peut aller loin. Il y a énormément de sociétés dans lesquelles les animaux sont allaités par les femmes, qu'ils soient des animaux sauvages ou domestiques. Quelque chose qui paraît un peu curieux, même très curieux aux Occidentaux. En réalité, c'est très courant. Je vous donne deux exemples. Un au Brésil, une femme qui allaite un pécari sauvage. Donc là, on est dans le contexte de chasseurs qui vont prélever dans la faune sauvage de temps en temps des petits.
Et puis la scène est très semblable, mais pourtant on est aux antipodes, en Nouvelle-Guinée, une femme qui allait à la fois son enfant et un petit porcelet, qui est un porcelet domestique cette fois. On a des exemples en Sibérie également de femmes qui allaitaient des oursons, des renards ont pu être allaités. Alors, tout ça, c'est des animaux donc, qui sont dans une relation extrêmement intime, vous voyez, de partage du lait avec l'humain. Il faut concevoir que le partage du lait, quelque chose d'essentiel dans la croissance, en fait, dans notre histoire, il va dans les deux sens, vous voyez. Nous, on a l'habitude d'acheter notre brique de lait et on prélève beaucoup sur les animaux, mais en réalité, dans beaucoup de sociétés, ça va dans les deux sens. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ici, on a un lien d'intimité avec des animaux de type animaux de compagnie, qui sont à la fois des animaux qu'on appellerait de rente, c'est-à-dire les cochons, ils sont faits pour être mangés. Ce n'est pas une relation qu'on a avec le porc dans l'industrie du porc actuellement en France, mais aussi même avec des animaux sauvages. Donc je reviendrai sur ces catégories, on voit qu'elles n'existent pas vraiment dans ces sociétés. Alors moi, mes études de terrain, ils ont été menées en Sibérie. Je vais vous montrer différents contextes où des gens constituent ce qu'on appelle des communautés hybrides, homme, animal, avec du bétail. Communauté hybride, donc on essaye par cette notion en ethnologie de traduire, de rendre des notions locales. En Tuva, par exemple, là, ce que vous voyez en haut à gauche, un grand campement, les Tuva appellent ça Aal Kodan. Ça désigne à la fois la maison, qui est ici une yourte, les terres autour, tout l'endroit où divague le chien, et puis quelques pâturages assez proches. Et ça inclut les gens qui habitent et les animaux. Donc quelque chose d'inclusif, d'intégratif et de plurispécifique. On a de l'humain et de l'animal dans cette notion. Donc quelque chose d'hybride. Ici, il s'agit de pasteurs nomades. Il y a aussi des pasteurs sédentaires. Différentes populations mènent ce mode de vie en Sibérie. Les Mongols sont bien connus pour ce mode de vie, avec différentes espèces mélangées, les moutons, les chèvres, les chevaux, les bovins, et des camélidés aussi. Voilà un autre type d'élevage pastoral, c'est celui des éleveurs de rennes nomades, c'est parmi les plus nomades d'Eurasie actuellement, certains font 1000 km par an, donc différentes populations qui vont de l'Arctique, de la péninsule du Yamal. Ici c'est au Kamtchatka que j'ai fait ces photos. Et puis un autre type de rapport homme-animal, là ce sont des chasseurs montés, nomades et semi-nomades. Alors ce ne sont pas des pasteurs, ils ont des rennes, vous allez me dire, donc c'est comme les autres. En fait, ce n'est pas le même type de rapport parce que ces rennes ne sont pas élevées pour la production de viande, ils sont élevés pour le transport. Donc ils sont un peu équivalents plutôt aux chevaux ou aux chiens chez nous. C'est vraiment des animaux compagnons de travail pour aller à la chasse. Et la chasse qui va être menée, chasse au grand gibier, aux rennes quelquefois, mais alors aux rennes sauvages. Chez ce que je montre maintenant, les Toju, on a une dizaine, une vingtaine de rennes, pas plus. Ça ne permet absolument pas de survivre pour la viande. Il faut au moins 300 rennes pour nourrir une famille par la consommation de la viande d'animaux abattus. Alors ce qui est très particulier, c'est que dans ce groupe des Toju, d'un point de vue occidental, on peut se demander si c'est vraiment de l'élevage. Parce qu'il n'y a pas de berger, ces gens font très peu d'efforts pour entretenir les troupeaux, d'un point de vue occidental. Ils ne sont pas surveillés, les animaux. Il n'y a pas de clôture non plus. De toute façon, c'est un animal migrateur, le renne, et il n'y a même pas d'affouragement. De toute façon, les rennes mangent du lichen et on aurait bien du mal à les affourager de cette manière. Donc, ils se débrouillent. C'est vraiment le maître mot que m'expliquaient les éleveurs. Le renne est intelligent comme l'humain, souvent plus. Donc, il se débrouille pour se trouver de la nourriture, pour se déplacer, pour rejoindre les campements. Ce qui compte, c'est qu'on ait un itinéraire fixe, qu'on partage. Donc, il y a un partage d'une mémoire du paysage
qui est au cœur de l'association entre le renne et l'homme. Et deuxième point important, c'est que les rennes aient envie de revenir. Étant donné qu'ils mènent un mode de vie complètement libre, ils peuvent très bien se débrouiller sans les hommes. Pourquoi est-ce qu'ils reviendraient sur les campements pour recevoir une selle et ensuite devoir porter un bonhomme? Ce qui, à l'origine de l'entretien de ce lien, vous voyez, c'est la petite scène qui est représentée ici. Les rennes vont se présenter, on ne sait pas quand. Ils arrivent un jour, ils peuvent être absents une semaine, voire plus. Ils se présentent, menés par une meneuse. Et là, il faut tout de suite sortir du sel et leur donner. Donc, on donne du sel et puis on peut en profiter pour les attacher. L'urine aussi est très importante et un moyen d'attraction des rennes. Un autre détail intéressant, c'est que dans ces troupeaux, les taujoux sélectionnent des individus particuliers. Souvent, il y a un renne qui sort du lot par sa robe, par ses yeux verts, par exemple, par sa ramure ou par son comportement. Il y a quelque chose qui fait qu'il n'est pas comme les autres, il sort du commun. Les éleveurs m'expliquaient, c'est comme chez les gens. Il y en a qui sortent du lot. Et alors lui, il va avoir une responsabilité. Il va être un renne consacré et il est un intermédiaire entre le campement, cette communauté hybride, et les esprits protecteurs des montagnes. C'est un animal interface. Du coup, les hommes ne le touchent plus. Il reste dans le troupeau, mais on ne va pas le traire. Si c'est une femelle, on ne va pas le monter, on ne va pas l'exploiter économiquement. Il est offert aux esprits, tout en restant dans le troupeau. C'est un intermédiaire, une sorte d'ambassadeur, vous voyez. Et les gens lui attribuent la fonction de protéger le troupeau et la maison et les humains eux-mêmes. Donc on est dans une situation assez intéressante où les humains ne protègent pas leurs rennes. Ils ne les protègent pas des loups, par exemple, parce que c'est trop compliqué, le loup. Par contre, ils considèrent que les animaux les protègent. Alors dans ces sociétés, voilà, on a, pardon, hop, ça va trop vite, on a des animaux compagnons, mais qui sont pris, je donne des exemples avant, dans la faune sauvage, mais aussi bien dans le bétail, des petits agneaux qui sont élevés dans la maison, qui vont être nourris au biberon souvent. Et puis les enfants, vous voyez, s'amusent, en fait grandissent. Il y a un apprentissage réciproque entre les enfants, les jeunes animaux, qui construit dans la durée ces liens entre les éleveurs et leur bétail. Alors vous me direz, c'est bien joli tout ça, mais quand même, ils les mangent des fois. C'est vrai. Et il y a même une obligation pour les chevaux de manger son cheval favori. C'est très important. Une collègue, Touva, qui vient de cette région, qui est devenue ethnologue, a publié un article très intéressant. Elle raconte son expérience arrivant en Occident. Elle a fait ses études en Angleterre. Et là, elle découvre les défenseurs des animaux, les végétariens qui disent c'est horrible de manger un animal. Soit on l'aime, soit on le respecte. Or, elle vient d'une culture dans laquelle son animal favori, son cheval favori, qui nous a porté toute notre vie, eh bien, si on ne le mangeait pas, on lui manquerait de respect. Donc c'est un acte dont il ne faut pas nier l'ambiguïté, douloureux pour celui qui va manger son cheval une fois. Alors il est abattu une fois qu'il est trop vieux. Cérémoniel, avec des paroles d'excuse au cheval, mais qui est nécessaire, parce qu'autrement, qui va le manger, tout simplement? C'est les chiens, ou bien d'autres personnes, on ne veut pas. Il y a un échange de chair, une intégration finalement de ce rapport qu'on a eu avec cet animal en le mangeant. Et ensuite, le crâne est déposé, vous voyez à droite, sur la photo de droite, sur un lieu sacré. Donc on a par endroits des amoncellements de crânes de chevaux. À partir de ces enquêtes de terrain, à partir des données de la préhistoire et de l'ethnographie publiées sur les différentes régions du monde, on peut revenir, vous voyez, avec un peu plus de recul sur les pratiques de nos sociétés pour essayer de les regarder avec ce que Lévi-Strauss appelait un regard éloigné et essayer d'en comprendre les spécificités.
par contraste, quelles sont les spécificités de notre rapport aux animaux? Alors d'abord, il y a le paradigme de la domination, qui est très important, qui est une obsession dans l'histoire de l'Occident et certainement et qui remonte à loin, dont on voit des traces en Mésopotamie. Une domination qu'on voit à différents niveaux, sur le plan religieux, sur le plan philosophique. L'homme est supérieur, différent radicalement des animaux pour toutes sortes de raisons qui ont été énumérées dans différentes théories. Et puis domination économique aussi, avec l'exploitation des animaux sous leurs différents aspects, pour le travail, pour la viande, pour le lait. Aujourd'hui, dans nos sociétés, on constate une tripartition. On peut proposer le rapport à l'animal de cette manière, en trois catégories dont les frontières sont particulièrement rigides. Premièrement, la catégorie des animaux sauvages. Donc, la relation que l'on a avec eux, c'est une protection à distance. Je vais vous dire plus exactement un peu plus tard de quoi il s'agit. Les animaux de compagnie, il s'agit d'une relation amicale, voire amour ou filiale, on les aime, de proches. Et puis, troisième catégorie, les animaux de rente que l'on exploite. Et les mélanger ces trois catégories est une source de scandale. Alors la première catégorie, je parle du point de vue dominant dans les sociétés occidentales. Évidemment, il y a des groupes dans lesquels ça ne se passe pas comme ça, dans les campagnes, ça peut être autrement. Mais le point de vue dominant, le point de vue urbain. L'animal sauvage, pour les urbains, il est perçu souvent comme une nature lointaine à protéger. Ce qui suscite une hostilité par rapport aux pratiques de chasse. J'aime la vie, je n'aime pas la chasse. La volonté de créer des réserves, souvent des réserves naturelles, dans lesquelles l'homme ne va plus venir. C'est très important en Alaska, par exemple, et c'est un phénomène très intéressant, étudié par les collègues. Les Américains urbains militent pour la création de zones totalement protégées, sans présence humaine, donc dont on va exclure qui? Les peuples indigènes présents depuis des millénaires. Et tout ça pour satisfaire la bonne conscience des urbains. Image bien représentative de ce comportement, je crois, celle de Pamela Anderson, qui pose dans une campagne de défense des phoques. Il faut sauver les phoques. Elle-même n'a aucun rapport avec les phoques, n'en a jamais rencontré de sa vie, mais elle pense que c'est important de sauver les phoques. Et donc de priver de leur subsistance les peuples indigènes, inuits et yupik. Je vais y revenir. Alors, deuxième catégorie, l'animal de compagnie. Une petite caricature, hein, vous voyez, donc la dame qui promène son bébé, et celle qui passe avec un chien dit que c'est un substitut de l'animal de compagnie, le bébé. Ça va dans les deux sens. L'animal de compagnie, dans le monde urbain, c'est un animal qui est maintenu dépendant, dans un état de dépendance par rapport à l'homme, comme un éternel enfant. Il doit être nourri, il doit être protégé, gâté. Évidemment, il y a toute une industrie au service de ces comportements pour favoriser la dépense, pour donner de nourriture adaptée à des animaux sédentaires, leur offrir des jouets, il faut les soigner, il faut leur donner des spécialistes, des problèmes éthologiques, parce que ces animaux maintenus dans quelques mètres carrés qui sont des prédateurs, les chiens, les chats, souffrent de troubles psychologiques souvent graves. Ils doivent être surveillés. On met des caméras dans les appartements pour surveiller le comportement du chien ou du chat. Bref, l'animal de compagnie est privé d'autonomie, privé de vie prédative pour le chien, le chat, privé d'accès à la reproduction avec l'expansion de la castration ces dernières dizaines d'années. Alors que le chat, par exemple, peut être considéré comme un animal sauvage, vivant avec les humains jusqu'à il y a quelques dizaines d'années. Sauvage, si la définition de la domestication, c'est le contrôle de la reproduction, les chats de gouttière, on ne contrôlait pas leur reproduction avant
l'expansion de la castration sous le contrôle des vétérinaires. Donc on avait une forme là un peu hybride avec les chats, d'animal sauvage présent comme non pas animal totalement domestiqué mais animal apprivoisé, comme dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs. Ceci a quasiment disparu en quelques années dans nos sociétés. Et puis troisième catégorie, l'animal matière. Alors là, la relation, c'est l'exploitation, tout simplement. Ce sont les animaux qui fournissent l'essentiel de la nourriture carnée dans nos sociétés, qui nous nourrissent, et avec lesquels nous avons rompu les relations sociales. Là, le bien-être, on en parle, on essaye, mais c'est un bien-être minimal qui ne permet pas ce qu'on appelle l'expression du comportement éthologique. Pour le cochon, bon, c'est un animal adapté à divaguer, à chercher sa nourriture lui-même dans la forêt. Ce n'est pas du tout possible dans l'élevage industriel. Bon, les médias en parlent depuis quelques années, vous connaissez ça. En bas, c'est une bouillie de poussins, résidus, voilà, l'animal matière, vraiment résidu de la production de poulet et des œufs. Alors, voilà, 3 catégories bien nettes dans nos sociétés, et puis quelquefois, malgré tout, il y a des transfuges qui causent le scandale. Le scandale de la transgression, ça va être l'animal de compagnie qui est d'origine sauvage. C'est interdit en France par la loi. On a une séparation entre le sauvage et le domestique, une séparation qui est juridique et qui a un fondement psychologique, anthropologique profond, ça remonte à loin. Une distinction entre le sauvage et le domestique, et derrière ça, le naturel et le culturel. C'est une infraction d'adopter, par exemple, un marcassin orphelin. Un chasseur risque un procès pour avoir recueilli un sanglier, vous voyez. Il y a eu une affaire plus récente, une famille avait adopté un faon. En leur absence, les services sont venus récupérer le faon, il a été euthanasié. C'est interdit. Autre scandale, l'animal ami mangé. Donc le cheval, par exemple, dans notre société, c'est un ami, donc il faut choisir. Je trouve la fiche très claire ici, très explicite. Vous avez cette injonction de choisir. Vous l'aimez soit en ami, soit en rôti. C'est intéressant, cette perception très différente, vous voyez, des peuples cavaliers à qui on doit la domestication du cheval, les Turco-Mongols, pour qui on n'a pas à choisir. Donc on a des contradictions, évidemment, avec ce traitement d'un animal quasi enfant, parfois matière, des contradictions propres à l'Occident que nous renvoient, à très juste titre, d'autres sociétés. Là, il y a eu cette campagne avec Pamela Anderson, « Sauver les bébés phoques ». Eh bien, les Esquimaux ont répondu, « Sauver le bébé veau ». En anglais, ça rime « Save the seals, save the baby veal and avoid cultural prejudice » et éviter les préjugés culturels. Qu'est-ce que vous, occidentaux, faites des animaux qui vivent avec vous au quotidien? Les phoques ont une vie totalement libre jusqu'au moment où ils sont chassés, donc avec l'expression la plus totale de leurs besoins comportementaux. Et les veaux. Voilà une image un peu ancienne, alors que j'ai eu du mal à trouver, je dois dire, de la crise de la vache folle. En fait, sur le web français, on n'en trouve presque plus de souvenirs. Par contre, chez les Anglais, il y en a beaucoup. Donc voilà, à quoi ça fait référence, sauver les bébés veaux? Donc voilà, un traitement des animaux, vous vous souvenez, qui ont été brûlés en masse. Ça avait choqué pas mal de gens, les Indiens notamment, pour qui la vache, c'est important, comme vous savez. Et quelle était cette histoire? Vous vous souvenez, c'était un prion qui avait été développé à cause des conditions même de l'élevage, dans lequel on nourrissait des vaches avec de la viande. Alors d'où ça vient? C'est devenu notre quotidien, et en même temps, c'est important de se dire que ce type de rapport à l'animal, tripartite, qui choque de plus en plus les gens, mais en même temps qui est accepté, il est très récent. On avait des rapports aux animaux en Occident tout à fait différents, il n'y a pas du tout longtemps, des modes de vie hybrides,
qui mélangeait en fait l'animal de rente et l'animal de compagnie. Vous voyez le breton, c'est une carte postale, le breton qui promène son cochon en laisse. Est-ce que c'est un animal de rente ou un animal de compagnie? Difficile à dire. Les bœufs, animaux vraiment de compagnie, animaux compagnons plutôt, animaux compagnons dans le travail, paysans. Une carriole tirée par un bouc. Donc on a vécu en fait des transformations très impressionnantes, mais qu'il faut savoir remettre en cause, puisqu'elles sont si récentes finalement. Alors j'en viens à la question, l'homme, est-ce le passé ou l'avenir de l'homme finalement? D'un certain point de vue, c'est son passé. Il y a l'idée que l'homme devient homme quand il échappe à sa dimension animale en adoptant des comportements culturels, domestiques. Il s'auto-domestique lui-même en maîtrisant sa part animale. C'est un point de vue un petit peu ancien, un peu démodé, et quand même très important. Si on prend le RER aujourd'hui, et on traverse Paris, on voit sur tous les murs dans le métro afficher cette campagne de la région Île-de-France, qui a suscité pas mal de réactions des associations de défense des animaux. Parce que, je ne sais pas si des membres de l'Assemblée l'ont vu, la campagne, on ne peut pas y échapper à Paris, et l'on voit des loups, des ours, des animaux protégés en voie de disparition, exhibés comme des épouvantails, là vraiment, de comportements sauvages, incontrôlés, dangereux. Et l'homme, c'est celui qui a réussi à mettre de côté cette sauvagerie. De ce point de vue-là, l'animal, oui, c'est le passé de l'homme. Alors il y a la question paradoxale du bien-être animal et des militants de défense des animaux qui en fait, bien souvent, vont plutôt dans le sens d'une accélération d'une séparation entre les hommes et les animaux. Cette coexistence dont je vous ai montré l'origine dans la préhistoire humaine, capitale dans l'histoire des humains puisque la domestication a permis la construction des sociétés dans lesquelles nous vivons, avec l'apparition des États, l'apparition des villes, tout ça aurait été impossible sans les animaux. Eh bien, cette vieille histoire, ce long chemin parcouru ensemble, on risque d'y mettre un terme par une séparation de plus en plus radicale, avec des animaux exclus des villes. Il n'y a plus de foires dans lesquelles on avait le bétail au milieu de la ville, et beaucoup militent pour la suppression même de l'élevage animal, ce qui ferait sortir les animaux définitivement des vies des hommes. Beaucoup militent pour l'alimentation végétarienne, par exemple, comme une solution. Ce n'est pas une solution, c'est une fausse solution, c'est une façon de ne pas régler le problème de la maltraitance animale qui existe effectivement. On peut citer l'exemple... alors, il y a les manteaux de fourrure, par exemple, qui est aussi quelque chose d'assez choquant pour la sensibilité contemporaine, de se vêtir avec de l'animal sauvage. Pourtant, nos ancêtres se sont vêtus avec des animaux sauvages pendant très longtemps. Et en fait, le port de la fourrure est quelque chose d'essentiel pour les chasseurs sibériens. Si les Occidentaux ne portent plus de fourrure, alors ils n'ont plus du tout de ressources eux-mêmes, puisque les fourrures qu'ils chassent, la zibeline, l'écureuil, ne va plus leur être acheté, tout simplement. Donc c'est leur mode de vie qui en dépend. Voilà, on pourrait citer différentes autres formes d'association entre l'homme et l'animal, qui forment des communautés hybrides où hommes et animaux partagent la vie quotidienne avec le cirque. La chasse est aussi importante sur ce plan-là, même si ça peut paraître paradoxal. En réalité, les chasseurs vivent au quotidien dans une compagnie un peu plus distante des animaux sauvages, mais avec une connaissance extrêmement fine des comportements des animaux sauvages, du milieu dans lequel nous vivons, et qui sont totalement inconnus des urbains et souvent très mal connus des éthologues. Alors, pour répondre à nouveau à cette question, un nouvel élément, l'homme, l'animal est-il le passé ou l'avenir de l'homme? Autre élément qui tend à confirmer l'idée qu'il serait le passé de l'homme,
c'est tout simplement que les animaux disparaissent. Ici, c'est des différentes publications, vous voyez, dans la presse, et puis des publications scientifiques. Il y avait eu en 2017 une publication que vous voyez citée en anglais sur l'annihilation biologique des populations de vertébrés. On parle d'une 6e extinction de masse. La planète a connu plusieurs extinctions de masse, celle des dinosaures est la plus célèbre, liée à des phénomènes de catastrophes graves planétaires. Aujourd'hui, on s'avance à grands pas vers une nouvelle extinction. On est de fait en train de vivre la perte de biodiversité la plus rapide de toute l'histoire de la planète avec présence humaine, de toute l'histoire de l'humanité. Donc une accélération très forte qui donne l'image d'une destruction du milieu vivant qui nourrit les humains par ces humains. Une étude récente publiée la semaine dernière présentait des pronostics sur l'impact de la biodiversité du changement climatique qui confirme une accélération dans toutes les zones avec riche biodiversité. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous arrive? Bon, c'est quelque chose de connu, ça arrive qu'une espèce détruise son milieu vital. Mais ça se passe assez mal. Ici, je vous ai mis un exemple qui est intéressant du point de vue écologique. Vous avez un graphe à gauche, c'est la population de rennes qui vivaient sur une île, l'île Saint-Paul en Alaska. En fait, c'est entre 1900 et 1950. C'est un cas un peu de laboratoire. C'est des rennes à la base domestiques qui ont été introduits par des Américains. On en a lâché quelques-uns et puis on ne s'en est pas occupé. Ils sont ensauvagés, ils ont formé une population autonome sur une île un peu trop petite et sur laquelle il n'y avait aucun prédateur, donc il n'y avait pas de régulation. Et le renne ne s'autorégule pas. Il a coévolué avec le loup, il a besoin du loup pour survivre, ou de chasseurs. Sinon, on a des problèmes de surpâturage, donc de destruction des pâtures par les rennes avec une surpopulation. Et du coup, vous voyez la population qui monte, à une vitesse accélérée et qui tout d'un coup, très brutalement, chute de façon très violente, tout simplement par la famine. Alors, est-ce qu'on peut appliquer ça aux populations humaines comme pronostic? Certains le font. C'est une hypothèse possible. En tout cas, si une espèce détruit son milieu vital, elle a du mal à survivre. Donc, il faut s'attendre à des problèmes. Alors, on parle d'anthropocène pour décrire cet ensemble de phénomènes de transformation de la planète sous l'impact des activités humaines. Il y a un petit schéma qui montre ça, vous voyez, au niveau géologique. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on a eu des successions de couches avec des restes animaux. Et puis, il y a une couche nouvelle qui apparaît dans laquelle, une couche géologique, donc des pierres dans lesquelles on trouve des plastiques, des déchets plastiques. Par ailleurs, on a des signaux nucléaires, atomiques, liés aux explosions nucléaires, ce qui fait qu'on peut avoir un signal de l'entrée de l'Anthropocène sur toute la planète. C'est tout à fait débattu, je ne le cache pas, chez les géologues, chez les climatologues, mais beaucoup, de plus en plus nombreux, dans différentes disciplines, considèrent que nous sommes entrés dans une ère géologique nouvelle, dans laquelle l'homme est devenu une force géologique. Donc la revue Nature, tout à fait reconnue, a consacré un numéro à ça, vous voyez, avec cette image en couverture d'un corps sur lequel vous avez toute la planète. En fait, ce qui est particulier dans ce qu'on appelle l'Anthropocène, c'est que la distinction entre les phénomènes naturels et les phénomènes culturels, sociaux, cesse d'être pertinente. Il n'y a plus de phénomènes purement naturels. Le climat est impacté, tous les comportements des espèces, toute la vie et tous les phénomènes de la Terre en tant que système Terre sont modifiés incontestablement par les phénomènes anthropiques. Alors à quoi ça va mener? Il
il y a lieu d'inquiétude. Vous voyez, certains auteurs, Clive Hamilton publié Requiem pour l'espèce humaine. En tout cas, il y a sujet à réflexion. Sujet à réflexion pour les anthropologues, beaucoup, parce que anthropocène, ça nous concerne, nous, anthropologues. Ça veut dire que le rapport entre l'homme et le milieu est devenu tout à fait différent, que les concepts d'opposition entre nature et culture ne sont plus pertinents, donc il faut qu'on remette en cause nos modèles théoriques. Et puis on se pose la question de d'où ça vient. D'où vient ce qui est en train de nous arriver, et ce qui va arriver aux générations suivantes qui peut être bien pire. D'où ça vient? Quel est ce mode particulier de rapport à l'Occident, de rapport au monde, à la nature, qui s'est développé en Occident, sachant qu'il ne s'est pas développé ailleurs, que beaucoup des populations qui subissent l'impact de l'Anthropocène, ce sont en premier lieu les populations arctiques, c'est là que le changement climatique est le plus violent. Ce sont des gens qui n'y sont absolument pour rien, évidemment, comme ces fameux Esquimaux que je vous montrais tout à l'heure. Alors à quoi on peut faire remonter ça, ce rapport à la nature comme matière, que je vous montrais avec l'élevage industriel, comme matière dans laquelle on peut prélever tout ce dont on a besoin, qui est lié à un sentiment de domination de l'homme sur la nature et notamment sur l'animal. Alors on cite quelquefois Descartes avec la théorie des hommes-machines, mais ça ne paraît quand même pas très sérieux. Descartes n'a pas été lu par des millions d'Occidentaux à tel point qu'il aurait eu une influence sur l'élevage de porcs, par exemple, aujourd'hui. Ça fait un peu beaucoup pour Descartes. Il est peut-être plus un reflet d'un esprit du temps. Alors peut-être il faut remonter à plus loin. Il y a le thème du sacrifice animal qui est intéressant. Le sacrifice animal qui remonte qui remonte au néolithique. Peut-être déjà on avait des sacrifices d'animaux sauvages, paléolithique, bon c'est débattu, mais c'est qu'on considère quand même que le sacrifice est lié à la domestication. Qu'est-ce que c'est qu'un sacrifice? Ça implique 3 termes. Ça implique des gens déjà qui vont sacrifier quelque chose, ça implique quelque chose qui est sacrifié, donc un animal qu'on a sous la main, qu'on offre, donc qui est notre propriété. On ne peut pas sacrifier quelque chose qui ne nous appartient pas. C'est pour ça qu'on a un lien très fort entre domestication et sacrifice. C'est un petit peu contradictoire de sacrifier des animaux sauvages puisqu'ils ne nous appartiennent pas. Et puis on a un dédicataire qui est une divinité ou un esprit. Vous avez ici à l'image à gauche le sacrifice d'un porc en Grèce, et puis en fait dans toute la Méditerranée, le sacrifice est un dispositif très important dans les relations des humains avec l'univers. Et puis dans la Bible, naturellement, le sacrifice est très important. La tradition juive, ici une image qui représente le sacrifice fait par Noé après le déluge. Donc qu'est-ce qu'on a comme schème relationnel dans un sacrifice? On a une victime, alors ce qu'on appelle la victime au sens propre, c'est l'animal sacrifié, un humain qui est au-dessus, et le tableau le montre bien là, l'animal est sous la main de l'homme qui dresse la tête vers le ciel, donc vers la divinité. Et on considère qu'on a certainement une projection, une homologie entre le rapport entre la divinité et l'humain, et entre l'humain et la victime, un rapport de type transcendantal, marqué par une domination très forte. Ce n'est pas particulier à toutes les sociétés de la Méditerranée. En fait, on a un rapport assez différent dans l'Égypte ancienne, représenté ici par une momie de chat, avec donc des sépultures d'animaux avec lesquels on avait un rapport très fort. Donc certainement dans la société égyptienne, quelque chose qu'on peut qualifier d'animisme, proche de beaucoup de sociétés qu'on connaît de chasseurs-cueilleurs. Or, là je me réfère à l'égyptologue Yann Assmann, un ouvrage, Le prix du monothéisme, un ouvrage théorique très ambitieux, sur les contrastes, les rapports entre l'Égypte ancienne et la religion juive. Et pour lui, la sortie d'Égypte,
symbolise une sortie de l'animisme égyptien. Il y a la scène fondamentale du veau d'or, dans laquelle le culte de l'animal mis sur un piédestal, l'animal glorifié, mis sur le même pied que l'homme et même plus haut, c'est considéré comme de l'idolâtrie dont il faut sortir. Pour autant, le sacrifice n'implique pas nécessairement domination. Le sacrifice en Sibérie, chez les peuples animistes, ça existe. Et quand on se base sur cette ethnographie, ça doit nous amener à remettre en cause la perception qu'on a classique en anthropologie du sacrifice. Dans ces sociétés-là, chez lesquelles j'ai travaillé, il y a une forte continuité avec la chasse. Entre abattage d'un animal domestique et abattage d'un animal sauvage, avec l'idée sous-jacente que l'animal se donne. C'est quelque chose d'universel dans le monde arctique, aussi bien en Amérique du Nord, je parle des Amérindiens, que dans l'Eurasie du Nord. Des chasseurs considèrent qu'ils ne pourraient pas tuer un animal si cet animal ne le voulait pas se donner. L'animal sauvage, le renne, l'ours. Donc ça implique qu'on a de la gratitude envers l'animal. Ça implique un traitement religieux de sa dépouille, une sépulture. Ça implique un partage. L'animal qui se sacrifie, qui se donne, il nous donne sa chair pour nous nourrir. On doit être reconnaissant, respectueux. Et donc on va limiter la prise parce qu'il y a sous-jacent toujours un risque d'anthropophagie en quelque sorte. Dans ces sociétés dans lesquelles l'homme et l'animal sont très proches, on prête une âme à l'animal. Quelquefois, on considère que les ours sont des réincarnations d'ancêtres. Qu'est-ce que ça veut dire de manger la chair d'un être qui est votre ancêtre, qui est une sorte de personne lui aussi, pas une personne humaine, une personne animale, mais une personne quand même. Donc on fait ça avec limitation, on ne va jamais gâcher un gramme de viande. On récupère la moelle des os, on fait bouillir les os pour en extraire la graisse, en faire du bouillon, donc rien n'est gâché. Les fourrures servent à faire les vêtements, les couvertures. Bref, ici on a un schéma par rapport à celui que je montrais tout à l'heure, plus horizontal, dans une relation pourtant de sacrifice. La victime se donne de son propre gré, et c'est un très mauvais signe si un animal domestique se débat, par exemple, pendant l'abattage, donc on fait ça proprement. On va éviter la souffrance absolument de l'animal. Partage entre l'humain, entre l'animal et la divinité, qui sont souvent des esprits qui ne sont pas transcendants, et auxquels on demande de partager leurs biens, leurs réserves avec les humains. Une sorte de partage généralisé, horizontal. Alors Claude me proposait d'évoquer la question du statut de l'animal dans le christianisme. Alors je ne suis pas du tout spécialiste du christianisme, et néanmoins j'accepte le défi, et donc très rapidement je vais ouvrir quelques pistes, et puis vous me direz ce que vous en pensez. Qu'est-ce qu'on a dans le christianisme? Alors comme chose très simple, d'abord la naissance du Christ dans une crèche, dans une étable. Ce qui, d'un point de vue anthropologique, nous donne l'image là, de quelque chose d'hybride, en tout cas, des humains qui viennent vivre dans une habitation d'animaux. Là, dans cette image, vous voyez même, c'est plutôt l'animal qui est en haut et l'humain Dieu en bas. Donc, c'est quelque chose de tout à fait inhabituel, qui renverse, en fait, pas mal de schémas dont je vous montrais leur importance dans le Levant et le Moyen-Orient et la Méditerranée antique. Et puis il y a ces moments provocateurs dans l'Évangile, celui-ci à propos du sabbat. Les pharisiens demandent au Christ, est-ce que vous respectez le sabbat, vous? Et puis il répond, qui sera celui de vous qui, ayant un âne ou un bœuf, lequel vienne à tomber dans un puits, ne l'en retire aussitôt le jour du sabbat? Dans un autre évangile, c'est la seule brebis que vous avez, est-ce que vous n'allez pas la tirer du puits? Ce qui souligne une relation forte entre l'homme et l'animal qui peut aller au-delà de la loi religieuse, jusqu'à une infraction vers la loi religieuse pour sauver
votre seul animal qui vous est précieux, comme une personne en fait. Alors, et puis il y a le thème très intéressant de l'Agnus Dei. L'agneau de Dieu, ici l'agneau mystique dans le triptyque de Vanek, dans la cathédrale de Gand. Thème très intéressant d'une divinité représentée sous forme animale. Ça peut paraître tout à fait païen, en tout cas par contraste avec l'iconographie, le rôle de l'image dans la tradition juive. On a l'impression d'un retour ici à un mode animiste. En fait, ça a fait l'objet de débats. Il y a eu un concile grec, in Trullo, en 691, qui a interdit les images animales du Christ, et en particulier l'Agnus Dei. Un concile grec qui réunissait uniquement l'Église grecque et qui n'a pas été reconnu par Rome, qui a continué d'utiliser des images animales pour représenter le Christ. Alors est-ce que c'était pour s'adapter à un monde latin, plus païen, plus animiste, peut-être? Pourquoi? Quel est le sens de cette image de l'Agnus Dei? En fait, c'est l'agneau, c'est la victime même du sacrifice, avec l'idée que dans la messe, ici, on voit une représentation de la messe et du sacrifice. Je ne sais pas si on voit de l'agneau coule de sa poitrine du sang qui va se verser directement dans le calice. Et le Concile de Trente explicite très clairement les choses en disant, à propos de la messe, « Dans ce divin sacrifice qui s'accomplit à la messe, ce même Christ est contenu et immolé de manière non sanglante, lui qui s'est offert une fois pour toutes de manière sanglante sur l'autel de la croix. » Puis il y a cette phrase dans une préface du temps pascal, « Le Christ est à lui seul le prêtre, la victime et l'autel. » Ce qui est une phrase qui m'avait longtemps intrigué. Alors j'ai cherché un petit peu tout à l'heure et le sens est très profond. Ça signifie il est prêtre, il offre, il est la victime, il est offert, et il est l'autel au sens que l'autel c'est celui qui reçoit. Concrètement, c'est là que le sang est reçu en fait. Donc ça représente en fait le dédicataire, on dit en anthropologie, le dédicataire du sacrifice. Et le Christ résume ces trois fonctions en lui-même, remettant en cause le schéma vertical méditerranéen. On a une remise en cause très forte des relations de domination et de violence, y compris homme animal, certainement, par cette affirmation de la victime innocente. Ici, je m'inspire des travaux de René Girard à propos du sacrifice. Finalement, cette singularité du christianisme, certainement, par rapport aux religions méditerranéennes, antérieure, c'est cette affirmation de la victime innocente, cette compassion pour la victime même, et donc et qui emploie métaphoriquement l'image de l'animal, mais pas seulement métaphoriquement. Je pense que ça peut soutenir une sensibilité au sort de l'animal tué et mangé. Alors, pour conclure, est-ce que l'animal est l'avenir de l'homme ? La question sous-jacente doit être quel est l'avenir de l'homme? Est-ce que l'homme a un avenir? S'il détruit son milieu nourricier, cet avenir est sombre. Et dans cette perspective, l'animal, oui, peut être un rappel. On dit que les animaux sont souvent des lanceurs d'alerte, parce que ce sont souvent pour les écologues des témoins de la destruction d'un milieu écologique particulier par leur comportement. Ils sont des lanceurs d'alerte. Et donc, oui, ils ont un rôle très important dans nos relations à notre environnement. Ils sont médiateurs du lien entre les humains et leur milieu. L'animal de compagnie, si limité soit son rôle, sa liberté, a un rôle dans la connexion que les humains urbains peuvent garder avec un environnement non humain. Et bref, ce parcours doit nous permettre de, j'espère, au moins à titre intellectuel, d'être capable de remettre en cause la tripartition moderne, dont laquelle nous sommes en fait souvent emprisonnés, entre des animaux sauvages, distanciés, qu'il ne faut pas toucher, séparés de l'homme, des animaux de compagnie, traités comme des enfants, et des animaux de rente, traités comme de la matière. Je vous remercie.